Comment vont les classes moyennes? On vous le demande. Louis de Crovoisier, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes l'auteur de ce livre « Repartir du réel, économie, la parole aux classes moyennes », coécrit avec Paul-Armand Veillon. Alors il faut expliquer que vous vous êtes inspiré des cahiers de doléances du grand débat d'il y a quelques années, pour comprendre les besoins et le mal de la classe moyenne et ensuite proposer des pistes. Alors il est où le ras-le-bol aujourd'hui des classes moyennes? Est-ce que c'est ras-le-bol de trop d'État, trop d'impôts, trop d'inefficacité? Nous, ce qu'on a essayé de mettre en avant dans ce livre, c'est ce qu'on a appelé un triple déclassement des classes moyennes, qui est lié à la fois au travail, et donc un travail qui ne paye plus assez, à un système socio-fiscal également qu'elle considère comme injuste. Deuxièmement, un mode de vie qui est remise en cause aujourd'hui par les nécessités de la transition écologique et dont elles ne comprennent pas les tenants et aboutissants. Et c'est le débat actuel, par exemple, sur les ZFE, les zones à faible émission. Et troisièmement, évidemment, l'ascenseur social qui est bloqué. Et là, c'est la conjonction de ces trois facteurs qui aboutit à un sentiment de déclassement de ces 20 dernières années. Mais alors, au fond, quelle est la manifestation la plus parlante de ce triple déclassement et de cet étouffement des classes moyennes? Je pense que le sujet du travail est central. Aujourd'hui, elles comprennent bien que 60% des impôts, des cotisations sociales qu'on paye en France sont assis sur le travail, que quand un salarié est au SMIC et qu'un employeur veut l'augmenter de 100 €, il doit payer 440 €. Et donc, elles comprennent que le travail ne paye plus assez. Et elle souhaite donc, par exemple... Ou alors qu'il faut travailler plus. C'est ce que disait François Bayrou ce matin. Nous ne produisons pas assez, nous ne travaillons pas assez. Ça, vous pensez que c'est ce qui ressort aussi Nous, ce qu'on essaie de mettre en avant dans le livre, c'est d'abord le fait que le travail doit payer plus et donc baisser les cotisations sociales. Et c'est une des propositions qu'on formule, d'essayer de les baisser pour commencer de 5%, c'est 25 milliards d'euros et ce serait 800 € par salarié, c'est pas rien. Et par ailleurs, elle souhaite aussi que le travail paye plus que l'inactivité. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage. En bas de l'échelle de revenus, tout le système d'aide sociale, les APL, le RSA, toutes les prestations sociales font que lorsque vous allez vouloir travailler plus, votre revenu va finalement peu augmenter puisque vos prestations sociales vont diminuer. Et donc dans le livre, ce qu'on propose, c'est un nouveau système, ce qu'on a appelé de bouclier salarial, pour faire en sorte que quand vous travaillez plus, vous soyez réellement payé plus. Et la baisse des cotisations, est-ce que quand même il y a une conscience que si on baisse les cotisations, c'est qu'on baisse finalement des prestations sociales en face, et que des prestations sociales, c'est aussi de l'argent, soit de la redistribution, c'est de l'argent qui va quelque part. Donc il y a in fine une baisse pour quelqu'un. Bien sûr, vous connaissez le contexte des finances publiques actuelles. Nous, ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'une baisse de cotisation sociale, elle n'est pas gratuite. Elle doit forcément être financée par ailleurs. Et donc, dès lors qu'on dit qu'en France, 60% des impôts cotisations sociales sont assis sur le travail, il y a deux autres solutions qu'on met en avant pour financer cette baisse de cotisation sociale, c'est aller taxer d'autres composantes que sont la consommation, par exemple par des taux réduits de TVA ou le capital. Donc en enlevant les taux réduits de TVA, en augmentant certains taux réduits de TVA. Oui, en les augmentant, effectivement. Ou alors le capital. Vous posez par exemple ceux sur la restauration ou l'hôtellerie, parce que finalement vous dites que ça pèse sur des catégories aisées. Absolument. Donc ce que les cahiers de doléances et le grand débat national ont montré, c'est que les classes moyennes sont évidemment opposées à une hausse de la TVA. Pour autant, s'il s'agissait d'un rééquilibrage en baissant le coût du travail, les classes moyennes seraient les premières bénéficiaires de la hausse du salaire net. Oui, d'accord. Je ne savais pas trop d'ailleurs s'il fallait dire la classe moyenne ou les classes moyennes. Vous, qu'est-ce que vous dites? Il y en a plusieurs par rapport à ce que vous avez lu dans les cahiers de... Il n'y a pas de définition finalement très juridique ou économique ou formelle des classes moyennes. C'est vrai qu'on parle souvent des classes moyennes pour matérialiser le fait qu'il y a une hétérogénéité de situation et qu'elles ont des conditions de vie très différentes en fonction de leur lieu de vie, de leur travail. Mais il y en a qui demandent à ce que le travail paye plus, mais est-ce qu'il y en a qui demandent aussi l'assistanat? Il y en a quand même où c'est agréable aussi de recevoir une prestation sans forcément travailler. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en avance dans le livre, c'est vraiment la France qui travaille, la France qui veut être propriétaire, mais qui n'est pas si distincte de la France, par exemple, qu'on appelle des classes populaires, donc qui sont les déciles, on va dire 1 à 3, donc les ménages les plus défavorisés. Et évidemment, aujourd'hui, de toute façon, la mobilité sociale fait que vous pouvez être d'abord issu des classes populaires, puis faire partie des classes moyennes, puis ensuite faire partie des ménages aisés. Et c'est d'ailleurs tout le cœur du sujet. C'est le problème qu'aujourd'hui, il y a un manque de mobilité sociale qui fait que vous êtes assez tôt assigné à votre, on va dire, classe sociale, si je peux utiliser ce terme. Et est-ce qu'il y a encore ce rêve qu'on peut s'enrichir? La Startup Nation, c'est un peu, on a une idée et puis on entreprend et puis ça marche. Est-ce qu'il y a encore ce rêve dans les classes moyennes? Les classes moyennes, elles ont très certainement et très clairement, en tout cas, le désir de pouvoir s'élever socialement
par le travail, mais aussi par l'école. Et ça, c'est un point sur lequel on a essayé d'insister dans le livre, c'est de montrer que l'école doit être à nouveau un vecteur de mobilité sociale qu'elle n'est plus. Pour cela, ce qu'on propose dans le livre, c'est de remettre au centre du débat et essayer de reproposer, d'orienter davantage les jeunes des collèges et lycées des villes moyennes. Pas plus jeunes, parce qu'Elisabeth Borne disait encore plus jeunes. Absolument. Des zones rurales, davantage vers les études scientifiques, puisqu'ils s'orientent moins, que les jeunes des métropoles vers ces études, notamment par beaucoup de mécanismes d'autocensure, et c'est le cas des femmes. Les orienter davantage vers les études scientifiques, c'est d'abord leur proposer des perspectives d'ascension sociale réelles, et c'est aussi consolider la base industrielle d'innovation française. Aujourd'hui, malheureusement, seul un quart des ingénieurs sont des femmes. Oui, mais c'est vrai, mais alors l'industrie n'attire plus comme avant. En fait, c'est parce qu'on n'a pas raconté ce récit dès l'enfance en fait, aux jeunes, qui en fait l'industrie est encore belle et qu'il faut encore venir y travailler. C'est ça en fait, il faut faire plus de venir leur raconter un peu dès l'enfance. Les classes moyennes sont très inquiètes de la situation de l'industrie. Elles ont été les premières finalement touchées et véritablement laminées par la désindustrialisation de la France dans le contexte de la mondialisation. Et on en voit aujourd'hui dans le contexte de la guerre commerciale naissante tous les effets. Elles sont très préoccupées de la situation de l'industrie et en même temps, avec la crise sanitaire, avec la période actuelle, il y a quand même un désir en France, une volonté des pouvoirs publics, du secteur industriel également, de pouvoir attirer davantage de profils et on en a véritablement besoin. C'est la raison pour laquelle dans le livre, ce qu'on propose, c'est une stratégie de réindustrialisation européenne ciblée et centrée sur des biens consommés prioritairement par les classes moyennes et qui offrent des emplois de qualité aux classes moyennes. Cette stratégie de réindustrialisation, elle doit s'inscrire plus généralement, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, dans ce qu'on appelle une stratégie de politique étrangère pour les classes moyennes. C'est un terme popularisé par l'administration de Joe Biden, qui consiste à acter le fait que les questions internationales, les questions nationales, finalement, elles sont assez étroitement liées. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, qui ont matérialisé ce que signifie le manque de souveraineté énergétique en France. Donc, pour les classes moyennes. Que les classes moyennes produisent ce dont elles ont besoin, donc finalement limiter les importations. Mais qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de la réindustrialisation de l'armement? Parce que là, forcément, c'est quand même pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. C'est pour la défense, pour le prestige national. Mais en fait, ça va pas les servir tous les jours dans leur vie. Nous, ce qu'on essaye de mettre en avant dans le livre, ce sont des exemples de biens qui sont consommés et qu'on aimerait que les classes moyennes consomment à l'avenir. Je pense que le meilleur exemple, ce sont les véhicules électriques. Et c'est un très bon exemple, puisqu'aujourd'hui, il y a seulement 1% du parc des véhicules, des ménages qui sont constitués de véhicules électriques. Et plutôt que d'inciter les constructeurs industriels à produire des véhicules accessibles à tous, ce qu'ont fait les pouvoirs publics depuis plusieurs années, c'est proposer des chèques aux ménages pour pouvoir acheter des véhicules jusqu'à 50 000 €. Et donc, par exemple, des Tesla Y, qui est le modèle de véhicule électrique le plus vendu en France. Et donc, ce qu'on propose dans le livre, c'est de réorienter les aides existantes pour l'achat de véhicules électriques, pour inciter les constructeurs à réorienter leur offre les usines plutôt que les achats. Absolument, réorienter l'offre vers des véhicules accessibles aux classes moyennes. Par exemple, le bonus écologique pour qu'ils puissent bénéficier à des véhicules électriques moins lourds et à l'inverse, mettre un malus sur les véhicules électriques les plus lourds. Oui, donc ça baissait le coût du travail en France en fait par des subventions. C'est évidemment aussi ce que fait la Chine en subventionnant massivement son industrie. Des propositions de rééquilibrage aussi dans la peau, de suppression des niches, ça vous le dites aussi. Mais dans le contexte actuel, vous êtes conscient que ça ne se fera pas sans sacrifice ou au détriment de l'attractivité, parce que je sais que vous parlez aussi de taxer davantage les holdings, le système des holdings, les grandes fortunes et les entreprises, les chefs d'entreprise qui payent moins d'impôts que d'autres, mais forcément, ils ne viendraient peut-être plus en France. Ça fait évidemment écho au contexte actuel des finances publiques. Aujourd'hui, en France, il y a 70% des Français qui se déclarent insatisfaits de l'argent public. Et donc, nous, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est qu'on peut y apporter deux réponses. C'est d'abord, la première, c'est de que l'argent soit mieux évalué, mieux utilisé. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est de rattacher la Cour des comptes au Parlement pour instiller une culture de l'évaluation plus forte au Parlement et faciliter l'émergence de consensus. Et la Cour des comptes était une entité publique qui était très identifiée lors du grand débat national et dans les cahiers de doléances, parce que ses travaux sont reconnus. Et la deuxième piste, effectivement... C'est-à-dire lui donner, en fait, les rapports qu'elle rédige, leur donner derrière directement, les appliquer? C'est-à-dire que le Parlement puisse plus facilement solliciter l'expertise de la Cour des comptes. Aujourd'hui, c'est le cas, mais de manière assez marginale.
Ça, c'est la première piste. Et la deuxième piste, c'est, vous l'avez dit, la justice fiscale, et notamment au plus haut de l'échelle de revenus, et pour ce qu'on appelle le top 0,1%, c'est-à-dire finalement 40 000 ménages en France pour lesquels le taux d'imposition diminue. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est effectivement la taxation des holdings, donc des sociétés dans lesquelles sont logés des dividendes et leur patrimoine. Et c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis, qui sont pourtant le berceau du capitalisme, où une taxation spécifique des holdings a été mise en place, et c'est ce qu'on propose également dans notre livre. Donc pour vous, ce ne sera pas en fait synonyme de baisse d'attractivité, mais effectivement d'un rééquilibrage. Est-ce que dans ces cahiers, vous avez trouvé que les concepts économiques justement étaient compris de la part des Français? On dit souvent qu'on a peu de culture économique et financière. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une très bonne question. Nous, ce qu'on a d'abord retiré des cahiers de doléances, mais aussi des comptes rendus des débats locaux lors du grand débat, c'est d'abord, premièrement, une forte défiance envers les responsables politiques, envers les économistes et envers les hauts fonctionnaires que nous sommes. Cette défiance, elle nous a obligés à réinterroger notre appréhension de la science économique et finalement à voir que pour de nombreux ménages en France, certains dogmes qui sont considérés comme acquis par les économistes, finalement sont rejetés. C'est par exemple le cas de la hausse de la TVA, on en a parlé, ou le cas de la taxation de l'héritage. Et finalement, la conclusion qu'on en a retirée, c'est que les classes moyennes sont loin d'être irrationnelles. Au contraire, on pense, et c'est toute la thèse du livre, qu'elles ont des attentes raisonnables auxquelles on peut répondre. Encore faut-il prendre le temps de les écouter, c'est tout l'objet du livre. Donc sur les successions, par exemple, ça voudrait dire taxer sur des gros patrimoines et au contraire, pas du tout sur les plus petits? La fiscalité est un enjeu majeur vis-à-vis notamment du point qu'on évoquait avant sur le fait d'avoir une France de travailleurs. Elles veulent pouvoir transmettre sur les 50 dernières années, sur les 50 dernières années, la part du patrimoine, la part de l'héritage dans le patrimoine des ménages est passée de 35 à 60%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, la France sera demain une société d'héritiers. Ce modèle, les classes moyennes le rejettent, souhaitant une société de travailleurs. Et donc, ce qu'on propose dans le livre, c'est d'abord de faire le bilan du système fiscal des successions actuellement, qui conduit à ce que dans de nombreux cas, les classes moyennes sont taxées aux successions, et notamment lorsque vous recevez un héritage d'un oncle ou d'une tante, ce qu'on appelle une ligne indirecte, et que par ailleurs, les ménages aisés bénéficient de nombreuses niches fiscales. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un système qui soit différent du système actuel, et donc de refondre le système de taxation de l'héritage actuel, et au lieu de taxer chaque donation, chaque succession individuellement, de considérer l'ensemble des transmissions que vous recevez au cours d'une vie, et d'avoir, par exemple, 300 000 € qui soient libres de droit au cours d'une vie. Ça permettrait finalement que chaque ménage ou chaque personne puisse bénéficier libre de droit de 300 000 €, et au total, que le système soit plus imposable et de taxer de manière plus importante les ménages les plus aisés, les héritiers les plus riches. Et sur la retraite, parce que quand le grand débat a eu lieu, on était en plus dans ces négociations sur la retraite. Est-ce que les Français sont conscients qu'il va falloir travailler plus, ou en tout cas rééquilibrer le système? Parce qu'en plus, vous écartez aussi la capitalisation. Ça, c'est quelque chose dont les Français ne veulent pas, alors qu'ils en font quand même par ailleurs à côté, certains, même les classes moyennes. C'est effectivement tout le débat aussi actuel. Nous, ce qu'on montre, c'est qu'en majorité, les Français ne souhaitent pas travailler plus. Et pourtant, quand on compare aux autres pays européens, il est vrai que la France travaille moins. Il est vrai aussi que... Ça, ils en sont conscients? Ou il y a un faux semblant? Ils ne souhaitent pas travailler plus, de manière générale. Et deuxièmement, les récents sondages montrent que les Français sont intéressés par l'idée de la capitalisation. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut donner le choix aux Français d'un nouveau modèle de retraite qui soit équilibré. Leur donner le choix, c'est notamment passer par la voie du référendum. Je rappelle que la dernière réforme des retraites n'a pas été votée par le Parlement. Donc il y a plusieurs options qui sont sur la table, qui sont débattues aujourd'hui par les partenaires sociaux. Vous en avez évoqué d'autres. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faudrait proposer un référendum aux Français pour qu'ils puissent choisir le système de retraite le plus qu'ils souhaitent à l'avenir. Oui, pas seulement sur l'âge, mais aussi peut-être sur le fonctionnement de manière générale. Et l'accès au logement est aussi très inégalitaire. Et là aussi, vous dites qu'il faudrait finalement adapter les droits de mutation, donc les frais de notaire, selon la plus-value réalisée, selon peut-être l'endroit. Mais d'un côté, si on fait ça, ça réduit aussi la prise de risque dans l'achat d'un bien immobilier. Parce que c'est aussi un investissement. Donc si en fait on est subventionné pour acheter dans un endroit où finalement ça ne va pas augmenter, je pense qu'avec le travail, le logement est un des postes de dépenses qui inquiète le plus les classes moyennes. La part du logement dans le budget des ménages, elle est passée de 20 à 30% sur les 30 dernières années. Et donc le poids du logement est de plus en plus important pour leur budget.
De plus, le marché est verrouillé, c'est-à-dire que l'offre se tarit et les classes moyennes n'arrivent plus finalement, à être propriétaires comme elles le souhaiteraient. Aujourd'hui, il y a 60% des Français qui ne sont pas propriétaires qui souhaiteraient l'être. Nous, ce qu'on propose, c'est de déverrouiller le marché du logement par une transformation de ce qu'on appelle les frais de notaire ou les droits de mutation, en basculant leur assiette, comme vous l'avez dit, du prix d'acquisition vers la plus-value que vous réalisez, et que réalise le vendeur, en l'occurrence. C'est une mesure qui peut paraître technique, mais en réalité, ça conduit à déverrouiller le marché, à faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes actifs, notamment pour les primo-accédants. Aujourd'hui, c'est le vendeur qui paierait du coup les frais de mutation. Au prorata de la plus-value qu'il réalise, et c'est pour ça que c'est une mesure aussi d'équité territoriale, puisque la dynamique de prix du logement, elle est loin d'être identique, par exemple dans les métropoles, que dans les villes moyennes. Et donc, un propriétaire qui réaliserait une plus-value plus importante de métropole sera davantage taxé, par exemple. Davantage taxé qu'un marché beaucoup moins dynamique, par exemple dans une zone rurale. Et la classe moyenne face à l'économie mondiale, comment elle regarde ça? Est-ce qu'il y a un sentiment de déclassement général, ou alors est-ce qu'il y a encore un sentiment de puissance de la France? Je pense qu'aujourd'hui, le contexte actuel sur le plan commercial, les classes moyennes le perçoivent comme elles comprennent bien que c'est une forme de backlash, de contre-coup de 30 ans de mondialisation heureuse. Elles comprennent que la France, finalement, s'est désindustrialisée, n'a plus le poids qu'elle avait. Et, par exemple, la part des produits manufacturés qu'on consomme en France et qui est produite en France est passée de 80 à 40% depuis les années 1960. Et je pense qu'il y a une vraie aspiration à ce que la France puisse devenir souveraine sur certains biens critiques. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, c'était tout le débat sur les masques à ce moment-là. Et c'est l'objet de la stratégie de réindustrialisation qu'on propose, mais qui ne peut s'envisager qu'à l'échelle européenne. On ne peut pas envisager d'être autosuffisant à l'échelle française. Et je pense que la dimension européenne est une dimension qui parle malgré tout. Mais en même temps, la mondialisation, les classes moyennes, comme d'ailleurs l'ensemble de la population, s'inscrit bien dedans parce qu'elles consomment énormément, elles importent énormément de biens Absolument. chinois. Les classes moyennes ont été les premières bénéficiaires de la mondialisation par la baisse des prix des biens de consommation, mais elles perçoivent aussi, et le grand débat national, les cahiers de doléances le montrent, elles perçoivent aussi toutes les limites, et notamment sur le plan écologique, du commerce international. Et elles ne comprennent pas, par exemple, qu'elles puissent être davantage taxées sur les carburants qu'elles consomment, alors que le transport maritime, le transport aérien en soit parfois exonéré. Et donc il y a aussi une recherche, je pense, davantage d'équité dans, par exemple, les modes de transport. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience, parce que vous disiez qu'il y avait un déclassement, enfin en tout cas un sentiment de lutte contre les mesures qui étaient obligatoires pour lutter contre le réchauffement climatique, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même qu'il va falloir faire quelque chose? Absolument. Nous, ce qu'on montre dans le livre, c'est que l'analyse du grand débat national, des cahiers de doléances, montre de manière très évidente que les classes moyennes ne sont pas climato-sceptiques. Au contraire, elles appellent une intervention publique volontariste, ambitieuse, en faveur de la transition écologique. Simplement, elles souhaitent que cette intervention, elle soit cohérente, et donc que, par exemple, elles ne comprennent pas que le transport aérien, le transport maritime soit moins taxé, comme je l'ai dit, et par ailleurs que cette action publique en faveur de la transition écologique, elle soit équitable. Et elles ne comprennent pas que leur mode de vie soit davantage remis en cause que celui des habitants des métropoles. Et c'est tout le débat sur les ZFE, où elles considèrent qu'elles sont davantage remises en cause dans leur mode de vie que des habitants plus aisés des métropoles. Oui, donc là, c'est par exemple améliorer le réseau express, pour reprendre les... Et donc la clé pour cela, c'est évidemment de massifier les transports en commun dans les zones rurales, vers les petites villes, les villes moyennes. Pour cela, il y a des solutions qui existent, qui sont expérimentées par les élus locaux. Ça peut être des navettes express, mais ça doit être aussi, notamment pour les zones les plus isolées où mettre des transports en commun ne serait pas rentable, d'essayer de massifier le leasing de véhicules électriques à destination de ces territoires, parce que nous, on a appelé dans le livre un leasing rural. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Repartir du réel, donc économie, la parole aux classes moyennes, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Louis d'être venu nous en dire un mot.